Je commencerai par une date, comme bon historien, le 14 mars 1898, Clémenceau publie en première page de l'Aurore, sous le titre « Un bon juge », un article relevant l'acquittement d'une fille-mère pour vol d'un pain dans une boulangerie. Rapidement, toute la presse va reprendre l'expression pour qualifier le président du tribunal de Château-Thierry, Paul Magnot, à l'écran, auteur de ce jugement. Et le 25 octobre 1975, le magazine Paris Match porte en couverture un photomontage des visages de 6 juges contestataires, c'est son expression, sous le titre « Ils veulent une autre justice », on les appelle les juges rouges. Et au premier plan du photomontage figure le juge d'instruction Patrice de Charette, qui avait, un mois auparavant, placé en détention préventive un patron à la suite d'un accident de travail mortel. L'expression de juge rouge va qualifier l'action de quelques magistrats pendant cette seconde moitié des années 1970. Alors, ils font figure de fortes têtes. Ces juges sont d'autant plus célèbres qu'ils paraissent en rupture avec le comportement de toute la magistrature en rendant, cette fois-ci, disons, une justice plus humaine, indulgente aux miséreux et n'oubliant pas de sanctionner les délits des puissants. Alors qu'ils trouvent un écho des plus favorables dans les classes populaires, les élites critiquent vivement des juges politisés, oubliant devoir de réserve et impartialité pour rendre une justice de classe. Leur fait d'armes, qu'il faut rappeler en premier lieu, invite à préciser dans un second temps les contours de la justice qu'ils préconisent et mettent en œuvre. Et pour finir, je m'interrogerai sur le contexte de leur apparition et la portée de leur action. Alors qu'il s'agisse du président Magnot ou des juges rouges des années 1970, ces magistrats sont d'emblée placés par les médias en marge de leur corps. On les qualifie également de petits juges, pour dire qu'ils sont situés au bas de l'échelle judiciaire, souvent d'ailleurs en butte aux vexations de leur hiérarchie. Une telle représentation du petit juge est confortée par l'hostilité que ce dernier rencontre dans le reste de la magistrature, même si le rejet est moindre à la fin du XXe siècle qu'à son début. Alors Magnot, président du tribunal de Château-Thierry depuis 1887, sort de l'anonymat en relaxant le 4 mars 1898 une femme qui s'appelle Louise Ménard. Cette prévenue est une journalière de bonne réputation, qui élève seule son enfant de 2 ans, qui a à charge en plus sa mère, et qui, sans travail, reconnaît avoir volé un pain chez un boulanger après épuisement de la nourriture qui était donnée par le bureau de bienfaisance. Alors plus que l'acquittement, c'est-à-dire le dispositif du jugement, ce sont les attendus du jugement longuement développés qui rendent populaire Magnot et qui retiennent bien l'attention. J'en cite quelques-uns de ces attendus. Le premier, attendu qu'au moment où la prévenue a pris un pain chez le boulanger, elle n'avait pas d'argent et que le denrée qu'elle avait reçu était épuisé depuis 36 heures. Que ni elle, ni sa mère n'avaient mangé pendant ce laps de temps, laissant pour l'enfant quelques gouttes de lait seulement. Qu'il est regrettable que dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute. Que lorsqu'une pareille situation se présente, et qu'elle est, comme pour Louise Ménard, très nettement établie, le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi. Attendu que la faim est susceptible d'enlever à tout être humain une partie de son libre arbitre
et d'amoindrir en lui, dans une grande mesure, la notion du bien et du mal. Et à la suite d'autres attendus, il conclut: il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la prévenue des fins des poursuites sans dépens, sans frais, et ce, par application de l'article 64 du Code pénal. Article 64 qui déclare l'irresponsabilité en cas de démence ou de contrainte, mais pas en cas de nécessité. Les commentaires de la presse, à commencer par le premier, celui de Clémenceau dans l'Aurore, ne tarissent pas d'éloges sur l'humanité de ce verdict. Mais en fait, le président Magnot avait déjà, précédemment, rendu des jugements qui sortaient de l'ordinaire. Il avait ainsi condamné en 1887, puis en 1893, la Compagnie des chemins de fer de l'Est pour cause de perte de marchandises. Il avait également relaxé à plusieurs reprises, en 1889 et février 1898, des vagabonds auteurs de vols simples ou de bris de lanterne, commis dans le but de trouver un asile en prison, estimant que l'intention de nuire n'existait pas dans ce cas. Les vagabonds brisent les lanternes à coups de pierre simplement pour avoir une place à la chambre de sûreté de la gendarmerie. Mais il est vrai que la popularité que lui donne la relaxe de Louise Ménard le conduit ensuite à multiplier les jugements novateurs, selon lui, dans les matières les plus diverses, et en faisant à chaque fois preuve d'une attention et d'une indulgence particulière pour les déshérités, les faibles, et d'une sévérité pour ceux qui portent atteinte à leurs intérêts. Ainsi, en janvier et mars 1899, il acquitte deux mendiants, Chiabrando et Dubost. Ce dernier avait à son casier plus de 40 condamnations, et les acquitte, voyant en eux, je cite l'expression, des malheureux, et non des délinquants. Magnot se veut également le défenseur des femmes. Il condamne un père naturel à verser une pension alimentaire jusqu'à la majorité de son enfant. Ça ne se faisait pas. Il relaxe des délits d'adultère en dénonçant, je cite, une loi si partiale et d'un autre âge. Et il accorde même le divorce par consentement mutuel qui n'existe pas alors dans la loi. Et on ne s'étonne pas qu'il accueille avec plaisir à son tribunal en 1901 la première femme avocate formulant le vœu, Magnot, je le cite, que les femmes arriveront bientôt aux fonctions judiciaires. Pour la justice, il faudra attendre 1945. Sa jurisprudence est également favorable aux ouvriers. En matière d'accident du travail, il condamne un employeur alors même que la loi qui le prescrira en 1898 n'est pas encore applicable. Des patrons sont également sanctionnés en cas de renvoi abusif de grévistes ou de syndiqués. Et on voit donc que manifestement, le président du tribunal de Château-Thierry doit sa popularité à des jugements qui tranchent avec la jurisprudence courante, laquelle est perçue comme trop fidèle à une législation favorable aux classes dominantes. Autant par ses verdicts que par ses motifs fortement argumentés, il rend une justice qui paraît novatrice et humaine aux yeux de nombre de ses contemporains, notamment au sein des catégories populaires et parmi ceux qui veulent améliorer leur sort. Et on retrouve en partie une position semblable à celle de Magnot dans les années 1970. Mais alors qu'au début du XXe siècle, Magnot se rendait célèbre pour son humanité et son indulgence envers les pauvres, dans les années 1970, les juges faisant l'actualité s'en prennent surtout aux notables et aux puissants. Alors c'est le cas du juge Pascal, dont le nom est lié à l'affaire de Bruay en Artois. Et il est chargé de l'instruction au tribunal de Béthune depuis 1957.
quand c'est Henri Pascal, qui est un des premiers adhérents du syndicat de la magistrature et de permanence, lorsqu'on découvre le corps sans vie d'une fille de mineur, Brigitte Devèvre, le 6 avril 1972. La présence à proximité de la victime de la voiture du notaire de Bruay, Pierre Leroy, célibataire de 37 ans, habitant chez sa mère, oriente les soupçons vers ce notable. Et pour les familles des mineurs, je cite l'expression très courante à l'époque chez eux et qui est reprise ensuite en titre d'un ouvrage de Pascal Cauchy sur cette affaire de Bruay en Artois, il n'y a qu'un bourgeois pour avoir fait ça. Le juge d'instruction va placer le notaire sous mandat de dépôt, perquisitionne au domicile de Leroy, mais la reconstitution en outre n'apporte pas d'éléments probants. Et avant même que l'avocat de Leroy ait demandé la libération de son client, c'est le procureur lui-même qui le demande. Et Pascal, le juge Pascal, refuse cette libération, cette mise en liberté de Leroy, ce qui va lui donner l'auréole d'un petit juge qui résiste courageusement à sa hiérarchie. Selon les mots du père de la victime, ce juge, c'est un petit qui n'a pas peur des gros. Et il faut dire que le contexte local de la mine explique une forte opposition entre bourgeoisie et mineurs. Et au fond, l'instruction devient presque l'enjeu d'une lutte de classe. D'autant plus que sur place, on note l'activisme de l'extrême gauche. À l'époque, il s'agit des maoïstes, avec leur organisation, la gauche prolétarienne, qui est représentée sur place par un professeur de philosophie du lycée de Bruay, François Ewald, qui fera un parcours différent après, et qui est même soutenu par des intellectuels réputés à l'époque comme Michel Foucault ou Jean-Paul Sartre. Et on voit même ces maoïstes apposer une plaque sur les lieux du crime avec l'inscription « À cet endroit, Brigitte Devèvre, fille de mineur, a été assassinée par la bourgeoisie de Bruay ». Sur le plan judiciaire, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai doit trancher le conflit entre le procureur qui réclame la mise en liberté et le juge Pascal qui l'a refusé. Le 30 mai 1972, la cour d'appel rejette la mise en liberté de Pierre Leroy, mais compte tenu des présomptions, si elle le maintient en détention, elle demande qu'on réunisse preuves et indices matériels. Et un mois après, le 28 juin, la chambre criminelle de la Cour de cassation annule cet arrêt de la Cour d'appel de Douai, rejette la requête en suspicion légitime du juge Pascal. On pouvait considérer qu'il était jugé partie éventuellement, donc cette requête des avocats échoue, la Cour de cassation refuse, mais elle confie désormais à des juges parisiens et des policiers parisiens l'instruction de l'affaire. Finalement, l'affaire ne sera jamais résolue et en 1981, elle est classée. Le notaire, Leroy, était manifestement innocent. Mais l'affaire montre bien l'intérêt de situer le contexte de ces années 1970 quand, à l'exemple de Pascal, d'autres juges, affichant comme lui leur volonté de respecter strictement la loi, vont contester l'impunité des gros, pour reprendre l'expression des mineurs de Béthune. Alors c'est justement à ce même tribunal de Béthune que le 29 septembre 1975, Patrice de Charette, en charge de l'instruction depuis un an, inculpe pour homicide involontaire, infraction au règlement de la sécurité du travail, Jean Chaperon, un directeur d'une filiale des Charbonnages de France à Vendin-le-Viel, et le place sous mandat de dépôt. L'ordonnance de mise en détention provisoire est prise à la suite de la mort d'un ouvrier intérimaire
invalide en plus, Roland Vuillaume, qui est écrasé par un wagon en travaillant de nuit dans un emplacement mal éclairé et sur une voie en pente alors qu'il est invalide. Et on lit dans l'attendu de l'ordonnance de mise en détention ceci: attendu qu'en employant un travailleur temporaire sans qualification à une tâche d'ouvrier spécialisé, dans un secteur où les conditions de travail sont particulièrement dangereuses, M. Chaperon a directement occasionné le décès de cet ouvrier, que ces faits ont apporté à l'ordre public un trouble considérable. Attendu en conséquence que la détention de l'inculpé est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction. L'incarcération de ce directeur d'usine est perçue comme scandaleuse par les cadres de l'usine qui se mettent en grève, comme par les autorités au plus haut niveau. Le garde des Sceaux lui-même, à l'époque Jean Le Canuet, dénonce au journal télévisé du 2 octobre le comportement du juge. Il dit ceci: je me bornerai à vous dire, un magistrat doit être indépendant. Il ne doit pas rendre une justice de classe, c'est-à-dire favoriser les uns contre les autres. Il doit être impartial. Il n'a pas le droit de faire entrer ses convictions philosophiques, politiques ou syndicales dans le déroulement de son action judiciaire. Quelques jours après, un de ses prédécesseurs, un autre garde des Sceaux qui ne l'est plus, Jean Foyer, écrira un article au vitriol dans le Figaro dénonçant, à propos de cette affaire, le syndicat de la magistrature, je cite, une organisation subversive gauchiste, et ajoutant: il ne s'agit plus de faire justice, conception bourgeoise, mais d'utiliser la justice comme instrument de lutte de classe. Il s'agit, en déshonorant à travers un accusé une catégorie sociale tout entière, de disloquer la société et d'indigner les honnêtes gens contre ces abominables vices. On habitue peu à peu l'opinion à l'idée que les notaires assassinent les filles d'ouvriers, que les chefs d'entreprise, par cupidité, se moquent de la vie et de la santé de leurs collaborateurs, que les policiers sont corrompus, j'en passe, et des meilleurs. Citation de Jean Foyer. Les termes employés sont vraiment révélateurs du climat de ces années encore marquées par l'ébranlement des journées de juin-mai 1968 et du raidissement des élites conservatrices qui s'ensuit. Et sur intervention directe du ministère de la Justice, la chambre d'accusation de la Cour de Douai va se réunir exceptionnellement un samedi, le 4 octobre, pour statuer sur l'appel de l'ordonnance rendue par Patrice de Charette et va remettre en liberté l'inculpé. Toujours dans la mise en cause des puissants, disons, un autre magistrat, également adhérent au syndicat de la magistrature, Étienne Secaldi, substitut à Marseille, c'est encore un premier poste dans la hiérarchie, va faire l'objet d'une promotion-sanction. Il va être nommé de Marseille procureur à Hasbrouck, d'où le terme être Hasbroucké, sanctionné, le 9 mai 1976, parce qu'il avait fait des réquisitions dans une affaire d'entente illicite entre pétroliers, et il avait donc inculpé une quarantaine de représentants de ce patronat pétrolier, dont les dirigeants des principales compagnies pétrolières françaises. Cette sanction de la nomination à Hasbrouck va d'ailleurs être à l'origine de la première grève des magistrats en France, lancée le 10 juin 1976 pour protester, et 550 magistrats, presque un dixième, répondront à l'appel du syndicat de la magistrature. Quant aux autres juges qui sont présents sur la couverture rouge de Paris Match, tous sont membres du syndicat de la magistrature et ils ont eu généralement des démêlés avec leur hiérarchie. Par exemple, Nicole Aubrégot, substitut à Troyes, avait en 1969 protesté
auprès de son président sur sa décision de retrait d'un juge taxateur des avoués. Les avoués avaient protesté et le président s'est incliné et la substitut, elle, avait eu le courage de protester. Hubert Dujardin est juge d'instruction à Lille. Lui se voit retirer cette fonction en janvier 1975 parce qu'il avait accepté la présence d'un journaliste du Nouvel Observateur dans son cabinet. Le reportage n'avait jamais cité le nom des parties en présence, mais avait nettement montré la photo du magistrat en train de travailler. Un autre substitut chargé de l'exécution des peines, Joël Ménez, était présent lors de la révolte des prisonniers de la centrale de Los, dans le Nord, et il avait protesté contre le matraquage des détenus, sanctionné également. L'action de ces juges est associée manifestement au syndicat de la magistrature, au point que dans l'opinion, et pour les autorités, on l'a vu avec l'exemple de Jean Foyer, juges rouges et syndicats tentent à se confondre. Et ce dernier, d'ailleurs, développe une réflexion dans laquelle les juges faisant l'actualité s'inscrivent, même s'ils apparaissent parfois comme des électrons libres. Alors, quelle justice veulent-ils, ces magistrats? Tant Magnot que les juges rouges. Ils vont à l'encontre de l'attitude de la majorité de leurs confrères. Cette autre justice, Magnot la met en pratique en multipliant les jugements et les attendus qui ont le don d'exaspérer ses pairs, mais qui se veulent avant tout en phase avec les mutations sociales de son époque. Il souhaite rendre une justice humaine tenant compte des inégalités sociales. De même, dans le manifeste du syndicat de la magistrature intitulé « Au nom du peuple français », on veut redonner ainsi toute sa force à la formule qui est placée en tête du jugement, au nom du peuple. Le juge prend ses décisions au nom du peuple. On a une justice humaine, donc qu'on veut humaine, qui se veut proche des justiciables, mais on peut se demander si elle ne débouche pas, comme le dénoncent ses détracteurs, sur une justice de classe en souhaitant corriger les inégalités, en faisant appel à l'équité pour prolonger le pouvoir d'interprétation du droit. Cette justice humaine ne s'écarte-t-elle pas de la légalité en portant le soupçon de violer la loi? Alors, une justice proche des justiciables, ça se voit de deux manières. À l'encontre du devoir de réserve, Magnot et les juges rouges utilisent les médias dans leur stratégie au fond de rupture, affirmant hautement que le juge doit sortir de ses palais et abolir la distance sociale qui sépare justiciables des juges pour mieux rendre justice. Alors, sans forcément rechercher la popularité, tous s'en accommodent et s'en servent dans leur combat pour une autre justice. C'est clair pour Magnot qui a multiplié les interviews, les articles dans les journaux parisiens ou dans la presse locale et réagit à chaque fois immédiatement aux critiques qui sont faites à ses jugements. On voit l'illustration, la vie illustrée, qui lui consacre des reportages photos, et même l'Assiette au beurre, le journal caricaturiste, dédie, je cite respectueusement, à Paul Magnot, leur numéro d'avril 1901, qui stigmatise la magistrature sous le vocable de tapinophage. Tapinophage, dans le langage de l'Assiette au beurre, ça veut dire dévoreur des humbles gens. La justice qui dévore le peuple. Alors, sans nul doute, c'est vrai, Magnot, il a une autre idée de son action, il apprécie sa popularité. Mais sans cette popularité, Magnot n'aurait sans doute jamais pu développer pendant plusieurs années une jurisprudence dans des domaines très variés, mettant en lumière l'archaïsme
de la législation. Et il n'aurait sans doute jamais envoyé des pétitions à la Chambre des députés pour proposer d'amender l'article 64 du Code pénal en prenant en compte l'état de nécessité comme cause d'irresponsabilité, ou en proposant de remplacer la condamnation des délits mineurs excusables par une réprimande. C'est sa proposition de loi de pardon pour les délits très mineurs. Et dans l'affaire de Bruyères-en-Artois, le numéro de Paris Match du 20 mai 72 peut titrer « Le petit juge a maintenant toute la France pour auditoire ». Et la formule est parfaitement exacte. Là encore, la médiatisation de l'affaire entre dans la stratégie du juge qui s'en prend au secret de l'instruction, dans le cadre, dit-il, d'une conception démocratique de la justice qui doit être sous contrôle du peuple. Et on trouve sous sa plume ces formules, le droit pour le public de voir fonctionner sa justice découle de cette vérité indiscutée que, rendue au nom du peuple français, elle est bien sa justice. Il met ça entre guillemets. Le justiciable n'est pas au service de la justice, c'est la justice qui est au service du justiciable. Nous devons donc, nous, magistrats, accomplir notre travail autant que possible sous les yeux du public. Et il paye d'exemple puisqu'il ira jusqu'à faire un discours sur les marches de son palais de justice devant 2000 personnes, plaidant à nouveau en faveur, je cite, d'une justice à ciel ouvert. L'expression et le lieu où il prononce ce discours convient tout à fait bien. Mais il se contente de rendre public seulement les étapes de la procédure sans jamais rien dire sur le fond de l'affaire, ce qui explique d'ailleurs l'échec de la requête en suspicion légitime à son encontre. Quant aux juges rouges que vous avez à l'écran, ils utilisent également les médias pour justifier leur action, acceptant les interviews à la télévision, et le syndicat de la magistrature organise des journées portes ouvertes, des débats publics, distribue des tracts pour démythifier la justice et le métier de juge. Alors ce recours aux médias, commun à tous les épisodes cités, dépasse de loin le souci de la popularité. Il vise expressément à abolir la distance sociale qui existe entre justice et justiciable. Or, cette distance est grande. Sans évoquer les nombreux discours de rentrée de magistrats lors de leurs audiences solennelles en cour d'appel, où on plaide en faveur de l'indépendance et de l'impartialité du juge, force est de constater le conservatisme de la magistrature sur ce plan, qu'on justifie aisément d'ailleurs par une pratique professionnelle qui impose un certain recul par rapport aux partis, aux plaideurs. Comme on a encore au début du XXe siècle des juges en majorité notables, très liés par leurs origines et relations sociales aux classes possédantes, cette distance sociale va de pair avec une certaine condescendance, voire un certain mépris à l'égard des classes populaires. On a un substitut dont je tais le nom, qui repousse l'idée d'une réprimande pour les délits excusables, c'est-à-dire la proposition de Magnot, car il dit si ça convient bien pour sanctionner les manquements des professionnels de la justice, je cite, à l'épiderme sensible, on peut réprimander un magistrat, il a l'épiderme sensible, mais appliqué, je cite, à un ouvrier, à un homme de la campagne, c'est-à-dire un justiciable à la peau dure, il ne la sentira jamais. Donc pas de réprimande pour le peuple. Or, la plupart des actes des juges contestataires ont justement porté sur des problèmes sociaux. Jugement en faveur des déshérités de Magnot, droit du travail privilégié par les juges rouges. Magnot affirme que, je cite, que la première qualité d'un juge, à mon sens, est d'être un homme, et un homme de son temps, qui, loin d'être le dévot d'un formalisme traditionnel,
s'efforce de ne rien ignorer du monde divers qui l'entoure, de discerner la variété des sentiments qui règnent à chaque degré de l'échelle sociale et d'en faire délibérément état dans ses décisions. Dans le jugement Cabrando, le mendiant, là, il plaide en faveur d'une justice capable de se mettre à la place du justiciable pour mieux comprendre ses motivations. Je cite, « Attendu que, pour équitablement l'apprécier, le juge doit, pour un instant, oublier le bien-être dont il jouit généralement, afin de s'identifier, autant que possible, avec la situation lamentable de l'être abandonné de tous. » On retrouve en partie cette volonté d'une justice proche du peuple parmi les juges rouges et dans les publications du syndicat de la magistrature dans les années 1970. Et la meilleure illustration est donnée par un magistrat du syndicat également, Oswald Baudot, qui va écrire une harangue aux magistrats qui débutent dans la carrière. C'est son terme, une harangue, pour rappeler les termes anciens. Mais le sens qu'il donne à cette harangue envoyée sous pli fermé pour éviter les tracas de la hiérarchie, à tous les jeunes juges, on peut lire ceci. « Soyez partiaux ». Un juge qui commence par dire « soyez partiaux », pour maintenir la balance entre le fort et le faible, le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids. Il faut que vous la fassiez pencher un peu de côté. C'est la tradition capétienne. Examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. Magnifique harangue d'Oswald Baudot qui lui vaudra de rester dans un placard. Il ne sera nommé que premier substitut au bout d'une trentaine d'années. Ça sera la fin de sa carrière. Et inutile de dire qu'une telle justice rencontre les aspirations permanentes des justiciables, que l'on retrouve d'ailleurs tout au long de l'histoire de la justice, des aspirations qui sont en faveur non seulement d'une proximité géographique des tribunaux, mais également d'une proximité sociale du juge. Avoir quelqu'un qui les comprenne et qui privilégie la médiation plutôt que la sanction. Alors cela implique, pour les juges rouges comme pour Magnot, la prise en compte des inégalités sociales et pour leurs contradicteurs, c'est signe d'une justice de classe. Alors a-t-on vraiment une justice de classe? Il y a sur ce plan unanimité pour attribuer le stigmate à Magnot, à Pascal et aux juges rouges. Pour Magnot, on trouvera un magistrat qui écrit anonymement dans un journal qui s'appelle Le Correspondant, qui écrira « Magnot pousse à la guerre des classes ». On a vu que le juge Pascal recevait la même épithète de la part de Jean Foyer ou bien de Jean Le Canuet. Le juge de Charette, c'est pareil. Le garde des Sceaux protestera contre une justice de classe. Alors s'agit-il pour ces juges rouges d'aller vers une forme de justice populaire? Je crois qu'il faut davantage voir dans l'action de ces magistrats l'aspiration à rendre une justice égale pour tous, qui prenne en compte la réalité d'une société divisée en classes aux intérêts divergents, ou à tout le moins une société marquée par de fortes inégalités. Ce qui implique, à leur sens, à ces magistrats, deux choses. Agir pour faire évoluer la législation
et rendre justice en tenant compte des inégalités par le biais de l'interprétation du droit. Alors, au premier chef, je l'ai déjà évoqué, c'est Magnot qui présente des projets de loi, sans succès d'ailleurs, pour obtenir le pardon pour les délits excusables ou obtenir la prise en compte du droit de la nécessité dans l'article 64 du Code pénal. Quant à leur fonction de juger, elle vise d'abord à intégrer la responsabilité sociale dans l'appréciation des faits et des mobiles des justiciables, et d'autre part à tenir la balance égale entre chacun d'eux, quelle que soit sa condition sociale. Et Magnot le dit très bien, hein, lors d'une enquête sur le droit de punir, dans sa réponse au Figaro, il dit ceci: le juge chargé d'appliquer la peine au nom de la société qui poursuit la répression d'un manquement à la loi ne doit pas se contenter de rechercher, outre l'intention coupable, les causes d'irresponsabilité ou les circonstances atténuantes directes, mais il doit examiner encore si l'acte punissable ne serait pas le résultat, tout au moins indirect, de quelques lacunes sociales. Et si, dans sa conscience, il estime que la société n'a pas fait tout ce qu'elle pouvait ou devait faire, la faute du poursuivant ne saurait manquer d'amoindrir, à ses yeux, celle du poursuivi, et parfois même de la supprimer. En cas de lacune sociale, de faute de la société, en quelque sorte, même si la loi prévoit de punir un délit, Magnot propose, lui, de ne pas le faire. Et il propose plutôt d'agir au niveau de la société pour qu'elle remédie aux maux qu'elle tolère et qu'elle traduit malheureusement dans son code pénal pour sanctionner ceux qui en sont victimes. Il accuse d'ailleurs, en outre, les magistrats, ses pairs, d'être trop favorables aux gens de leur milieu, et va renverser ainsi l'argument de la justice de classe. Il a une affaire qui lui convient parfaitement, c'est l'affaire Salvez, qui est tout à fait édifiante à cet égard. Il faut rappeler qu'un notaire de son ressort avait pris la fuite après avoir détourné 50 000 francs à l'époque au préjudice de ses clients. Bon, la famille du notaire a en partie remboursé de ses deniers les créanciers, les victimes. Mais le 14 décembre 1900, il se trouve que Magnot connaît une affaire similaire, mais c'est celle d'un colporteur, c'est pas la même envergure sociale, Joseph Salvez, qui est coupable d'avoir détourné 60 francs à son employeur. Magnot se déclare incompétent, parce que pour lui, ça relève de l'abus de confiance au préjudice d'un employeur, donc c'est passible des assises, donc ça doit être instruit par un juge d'instruction, éventuellement devant la cour d'appel. Et alors, il argumente ainsi dans ses attendus pour se dessaisir de l'affaire, en stigmatisant la justice partiale de la cour d'appel et rappelant le non-lieu accordé au notaire. Je cite: attendu que cette mansuétude envers un inculpé de haute marque ne peut manquer de s'étendre à l'humble prévenu qui, dans une misère profonde, s'est laissé aller à dissiper une petite somme, et qui, au lieu de se soustraire aux recherches par la fuite, comme le premier, s'est au contraire volontairement constitué prisonnier. Attendu au surplus que la culpabilité d'un homme ne saurait dépendre de la plus ou moins grande situation de fortune. C'est au fond l'idéal d'une justice démocratique, égale pour tous, sans immunité pour les notables et les puissants qui animent Magnot. Et on retrouve la même chose pour les juges rouges des années 1970. Alors les détracteurs de ces juges, le contestataires, leur ont fortement reproché de s'écarter de la législation, de violer la loi et de ne pas respecter les principes fondamentaux du droit pour rendre, disent-ils, ces détracteurs, une justice sentimentale, certes généreuse, mais inspirée de leur seule conscience.
C'est, dit-on, la porte ouverte à l'arbitraire, à l'anarchie judiciaire, chaque magistrat finissant par rendre justice en fonction de ses convictions religieuses ou de ses opinions politiques. Magnot prononce-t-il des jugements violant la loi? La réponse doit être nuancée. Généralement, ces décisions sont fortement argumentées. J'ai cité au début les attendus dans l'affaire Louise Ménard. Il discute les textes, il se réfère constamment aux principes du droit, et à l'occasion, toutefois, ça ne l'empêche pas de faire la critique de la loi pour indiquer ses lacunes ou pour souligner sa trop grande sévérité. Ainsi, dans un jugement de délit d'adultère du 6 février 1903, il fustige les prescriptions, je cite, tellement surannées du Code pénal. Ça figure dans les attendus de son jugement. Et il exprime le vœu, je cite toujours les mêmes attendus, de faire disparaître du Code une infraction de cette nature, dit-il, en raison de l'odieuse différence de traitement édictée par le législateur entre l'homme et la femme. Et il conclut, son devoir très net est de laisser tomber en désuétude, jusqu'à son abrogation inévitable, une loi si partiale et d'un autre âge. Là, manifestement, il abandonne carrément un texte de loi. Et non seulement il peut refuser d'appliquer la loi, mais parfois il lui arrive d'aller au-delà, même du législateur, de se faire lui-même, si je puis dire, législateur, quand il prononce, par exemple, un jugement accordant le divorce par consentement mutuel. Je cite ces attendus que si le divorce par consentement n'est pas encore inscrit dans la loi, il le reconnaît, le tribunal, pour bien apprécier la situation respective des époux, ne doit pas moins tenir compte de l'expression de cette volonté. Deux êtres ne peuvent être, malgré eux, enchaînés à perpétuité l'un à l'autre. Plus encore que les aspects surannés de la législation, Magnot s'en prend à la jurisprudence, à celle qui est en vigueur, celle dont est responsable ses pairs. Il n'a pas de mot assez dur pour critiquer une jurisprudence étroite, routinière, un formalisme, un servilisme jurisprudentiel, selon son expression. On obscurcit et complique comme à plaisir les textes les plus simples et les plus clairs. Voilà ce que la jurisprudence fait selon Magnot. C'est vrai que ces critiques sont de toutes les époques. Et dans les années 70, un des fondateurs du syndicat de la magistrature, Pierre Lyon-Camp, estimera qu'une des sources du conservatisme de la magistrature réside, je cite, dans l'enseignement du droit, qui repose beaucoup sur l'analyse des précédents, l'étude de la jurisprudence. À l'évidence, dit-il, nous sommes davantage tournés vers le passé que vers l'avenir. Et dans la harangue d'Oswald de Bodo que j'ai cité tout à l'heure, on trouvait aussi ce conseil aux jeunes débutants de la magistrature de mépriser, je cite, les coutumes, les circulaires, les décrets et la jurisprudence, et de consulter, je cite encore, seulement le bon sens, l'équité, l'amour du prochain, plutôt que l'autorité ou la tradition. Finalement, c'est l'équité qui est mobilisée par tous ces magistrats. Et Magnot dira, dans un de ses jugements, je cite, « Attendu que le mot d'équité se rencontre si rarement dans le Code, où il est souvent en lutte contre le droit, devant lequel il succombe presque toujours, qu'il est du devoir du juge de ne pas le laisser échapper et d'en faire usage dans la plus large mesure quand, par hasard, il est prononcé. » C'est la notion même qui est au cœur de ces juges qui veulent juger de façon humaine, juger plutôt en équité, interpréter le droit, certes, mais dans un sens équitable, en faisant appel à cette notion d'équité que beaucoup d'historiens du droit aujourd'hui considèrent qu'elle est à la base, finalement, de très souvent
la justice rendue, et peut-être pas seulement, celle depuis les années 1970. Alors on peut se demander, pour finir, si ces périodes contestataires, fin du 19e siècle, début du 20e, ou les années 1970, qui mettent en avant le modèle d'une justice démocratique, répondent aux aspirations des justiciables, ont eu une véritable influence, une réelle influence. Est-ce que ces actes de rupture, vécus comme tels par leurs initiateurs, ont amorcé, ou sinon constitué, des ruptures réelles dans la justice, ou ne sont-ils finalement que l'expression d'une conjoncture particulière? Fortement médiatisés, les épisodes que je viens d'évoquer ne sont-ils restés que des épiphénomènes d'autant plus marquants dans l'actualité qu'ils étaient exceptionnels, voire marginaux? Alors, répondre à cette question implique au préalable d'avancer quelques hypothèses sur les facteurs susceptibles d'expliquer l'apparition, à un moment donné, d'un juge Magnot comme des juges rouges. Et les replacer dans le cours de l'histoire, c'est aussi une façon de prendre la pleine mesure de leur originalité comme de leur influence ultérieure. Alors, le cas de Magnot, complètement isolé parmi ses pairs, a conduit à rechercher des préoccupations personnelles à son action. Bon, je les cite pour l'anecdote, car ces facteurs personnels sont sans doute mineurs dans la justice qu'il va rendre. Mais, dans un de ses dossiers, enfin son dossier personnel, chaque année les magistrats font l'objet d'une notice individuelle rédigée par leur père et par les chefs de juridiction. Et dans une notice de 1892, il y a une allusion à un de ses parents qui l'aurait déshérité en 1884 au profit d'une congrégation, alors que Magnot est d'opinion anticléricale. Bon, qu'il s'oriente vers une justice favorable aux humbles pourrait s'expliquer par son mariage avec une filleule de George Sand. Enfin, il faut chercher assez loin. On avance également l'emballement de la popularité, auréolé par l'écho donné à la relaxe de Louise Ménard. Il aurait alors multiplié les jugements remettant en question la jurisprudence admise, devenant un cratère qu'on ne peut plus maîtriser, selon l'expression d'un de ses chefs de juridiction. Au-delà de ces aléas personnels, on faut peut-être prêter davantage attention à sa carrière dans la justice. Le procureur général d'Amiens le qualifie pour la première fois en 1894, je cite, en état d'insurrection morale. En état d'insurrection morale. Et pour lui, c'est dû à un incident de carrière. Je cite, il y a deux phases dans la carrière de M. Magnot. Dans la première, de 1881 à 1887, sa conduite, loin de donner lieu à la moindre critique, mérite des éloges. Depuis 1887, et particulièrement depuis l'échec qu'il a subi pour un poste de conseiller, il se montre violent et passionné. Il recherche toutes les occasions d'entrer en lutte avec les juridictions supérieures. Bon, ce serait le déclic qui aurait fait agir vers une nouvelle justice Magnot. Il faut peut-être plutôt noter que Magnot entre en justice à la fin de décembre 1881, au moment où la Troisième République commence à pratiquer une épuration du corps judiciaire dans un sens républicain. Magnot est un républicain, c'est le fils d'un directeur départemental d'enregistrement du Gers. C'est quelqu'un qui manifestement appartient plutôt aux nouvelles couches célébrées par Gambetta, les couches moyennes, fonctionnaires cette fois, plutôt que les notables. Donc il est à l'image
d'une nouvelle magistrature socialement plus proche de la population. On peut noter aussi également qu'il s'inscrit dans le mouvement d'humanisation de la législation pénale qui se développe sous la Troisième République à partir des années 1880-1890. C'est au moment où on adopte des lois sur la déchéance de la puissance paternelle en 1889, la répression des violences à enfants en 1898. C'est le témoignage d'une sensibilité à l'égard de la protection de l'enfance et le juge Magnot s'en félicite. Et il est le premier à stigmatiser les maisons de correction, écoles de perdition pour les jeunes qui sont sanctionnés. Il y a aussi les lois de 1885 sur la libération conditionnelle et celle de 1891 sur le sursis qui s'inscrivent parfaitement dans la philosophie pénale de Magnot. Mais en même temps, à la fin du XIXe siècle, les républicains modérés qui ont fait adopter ces lois, fait voter ces lois, sont un peu sur la défensive et commencent à épuiser leur capacité réformatrice. Et ils sont d'ailleurs les premiers à réprimer dans le sang les grèves ouvrières qui ont lieu à ce moment-là, à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. D'autre part, dans l'affaire Dreyfus, ces républicains modérés, les gouvernements modérés, ont le mauvais rôle. Alors que la chambre criminelle de la Cour de cassation avait accepté de casser le jugement militaire de Rennes, condamnant Dreyfus, le gouvernement de l'époque dessaisit la chambre criminelle, ce qui est vécu comme un véritable coup d'État judiciaire, et le gouvernement demande que ce soit la Cour de cassation qui se réunisse de manière plénière, toutes chambres réunies, qui prennent une décision, sanctionnant ainsi sa chambre criminelle. Et finalement, la Cour de cassation en entier va casser le jugement de Rennes, donnant satisfaction à Magnot, qui la réclamait, lui, la cassation, et satisfaisant tous ceux qui étaient favorables à l'acquittement et à la révision du procès de Dreyfus. Mais l'action de Magnot se situe ainsi dans une période où même la Cour de cassation se heurte au pouvoir politique, fait preuve d'indépendance. C'est comme s'il y avait une première prise d'indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique, un premier pas dont il faudra attendre les pas suivants pendant beaucoup de temps. Les coups d'éclat des juges rouges, eux, prolongent d'une certaine façon l'ébranlement de la contestation étudiante et ouvrière de mai-juin 1968. C'est l'évidence avec la création du syndicat de la magistrature, justement en 1968. Assez réformiste à ses débuts, mais rapidement radicalisé dans les années 70. Et pour ce syndicat à l'époque, et pour tous les mouvements favorables à 1968, les mouvements politiques favorables, comme les mouvements gauchistes qui se prétendent les héritiers de cette contestation étudiante, l'expression de l'époque, c'est aller au peuple. Ils ont un journal d'ailleurs, ces maoïstes, qui s'intitule La cause du peuple. Et on a des maoïstes, des étudiants, la plupart du temps, qui se font ouvriers ou qui vont devant les usines essayant de rallier les ouvriers à leur cause. Et cette volonté d'aller au peuple, finalement, on la retrouve dans le juge de Pascal, qui prononce un discours devant 2000 personnes sur les marches de son palais pour affirmer qu'il veut rendre une justice à ciel ouvert. Et même pour les juges rouges, cette justice à ciel ouvert qui prend contact avec la population et ses problèmes, on la retrouve avec par exemple Patrice de Charette qui dira ceci dans une interview pour un livre qui prend le témoignage des juges. Il dit ceci: je crois que ce qui nous a intéressés, c'est que c'était en prise directe sur la réalité. Comme si les juges étaient dans la stratosphère. Cela a été une découverte pour moi qui était très éloignée
des réalités du monde ouvrier. J'étais dans un milieu où les problèmes des ouvriers, c'était vraiment l'inconnu complet. Dans le fond, dit-il, le droit du travail, c'est un domaine où tout est à faire. Ce que je veux dire par là, c'est toujours lui qui parle, c'est que le droit du travail était appréhendé jusqu'à présent avec les catégories du droit civil, c'est-à-dire d'une façon extrêmement juridique, sans aucun contact avec la réalité, ou presque. La remarque est tout à fait significative de l'état d'esprit de ces jeunes juges qui commencent leur carrière à l'instruction ou comme substitut, et en plus dans des régions fortement ouvrières. On a noté que beaucoup des affaires que j'ai citées, c'est le Nord, c'est Béthune. Et il faut ajouter aussi que ces juges rouges ont pris conscience de la réalité à travers leur séjour à l'école de la magistrature. Créée récemment, cette école a manifestement facilité la prise de conscience par des discussions entre auditeurs de justice de ces magistrats, la prise de conscience d'une réalité, d'autant plus que à partir des années 70, ces auditeurs de justice, ces juges vont se recruter dans les classes, disons, moyennes ou catégories fonctionnaires, fonctionnaires supérieurs, mais différentes des élites sociales d'autrefois. Donc ils sont davantage en contact avec la réalité, et comme ils sont très nombreux à être recrutés à ce moment-là, ils ont des problèmes d'avancement dans la hiérarchie. D'où peut-être la critique qui est forte, ce que je n'ai pas évoqué, sur le principe hiérarchique à l'intérieur de la magistrature. C'est un des dadas du syndicat de la magistrature jusqu'à la fin des années 1970. Mais ça va disparaître rapidement. Finalement, parce que peut-être que ces magistrats contestataires ont eu une portée relativement limitée. Bon, j'ai noté que les réactions dans le milieu judiciaire comme au niveau du pouvoir politique étaient manifestement mauvaises pour eux. Nombre des jugements de Magnot sont infirmés en appel. Même des juristes réputés comme François Génie, qui est un auteur qui a beaucoup réfléchi à l'interprétation du droit, même chez ces juristes, Magnot n'a pas d'influence. Le Dalloz, le recueil de jurisprudence, le Dalloz et l'autre, le Siret, ne publieront que le premier jugement, celui qui relaxe Louise Ménard, pas les autres. François Génie lui parle de jurisprudence passade, un coup d'impressionnisme judiciaire. C'est une passade, donc ça ne va pas durer. D'ailleurs, on note que Magnot va entrer en politique. Il est élu à Paris sous l'étiquette radicale socialiste. En fait, c'est Clémenceau qui l'a poussé. Il voulait éviter l'élection d'un nationaliste à Paris. Donc il a trouvé que Magnot et sa popularité est un bon moyen d'obtenir la victoire contre ce nationaliste. Élu en 1906, il va proposer différents projets de loi, dont ceux qui lui étaient chers, loi sur le pardon, loi sur l'état de nécessité, loi réformant la magistrature, loi sur l'abolition de la peine de mort, à chaque fois échec. À la fin de son mandat, il lui faudra attendre 1 an pour retrouver un poste. On va le caser, si je puis dire, au tribunal de la Seine, c'est en quelque sorte une promotion, mais au sein d'une vaste assemblée de juges de la Seine, il perd toute influence. Pour les juges rouges, pour beaucoup, fuient vers la politique, et pour beaucoup, intégrer les instances politiques comme membres du cabinet du garde des Sceaux lors du changement de majorité en 1981, lors de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Beaucoup de membres du syndicat de la magistrature vont alors intégrer la politique, et ça va atténuer leur critique du principe hiérarchique de la magistrature, puis
atténuer également leur critique générale. Beaucoup vont être d'ailleurs désenchantés par les promesses non tenues. Alors pour ce qui est de la substance juridique, des jugements rendus et par Magnot et par les juges rouges. Pour Magnot, on peut dire que seule une circulaire prise par la chancellerie en 1902, qui va demander aux magistrats d'être plutôt indulgents envers les miséreux, faire preuve de classement sans suite pour le parquet ou bien de non-lieu pour les juges d'instruction pour ceux qui sont dans la misère. Mais c'est une circulaire. Hein. Mais tous les jugements qu'il a prononcés, bien peu ont un écho, ou alors ils ont un écho dans la législation très très tardivement. Hein. Qu'on en juge, l'adultère ne cesse d'être un délit qu'en 1975. Le divorce par consentement mutuel est adopté la même année. Hein. L'état de nécessité, le premier jugement rendu par Magnot, qui a fait sa célébrité, l'état de nécessité n'est pris en compte dans la législation pénale qu'à partir du nouveau code pénal entré en vigueur en 1994. Et la loi de pardon pour les délits excusables, finalement, elle ne vient en application, si je puis dire, qu'à l'extrême fin du XXe siècle, sous la forme des alternatives aux poursuites qui donnent la possibilité au parquet de prononcer, par exemple, un rappel à la loi dans le cas d'un délit très mineur. Hein. Vous voyez que c'est très très tardif. Magnot a eu raison, si je puis dire, de prononcer ses jugements, mais a posteriori, à titre posthume. Hein. Et c'est un peu la même chose pour les juges rouges. Alors finalement, quelle influence ont-ils eu en dehors de la législation? Peut-être que finalement, ils ont eu le plus d'effet, d'influence dans les rapports entre justice et politique. J'ai cité la Cour de cassation qui, toutes chambres réunies, désavoue les gouvernements républicains modérés de l'époque. Quelques années après, on a à la Cour de cassation un discours prononcé par son premier président lors de la rentrée solennelle, où il va un peu dans le sens de Magnot en développant l'idée que la justice doit être humaine, doit être favorable, dans la mesure du possible, elle doit prendre en compte la situation miséreuse des justiciables quand cela est le cas, hein, dans la mesure du possible. Hein. Tout est dans le terme possible. C'est un premier pas, hein, mais il faudra attendre beaucoup de temps pour que le politique prenne en compte les revendications de la magistrature. Hein. Mais à partir des années 1990, on a peut-être l'écho le plus important de ces contestataires, hein, surtout ceux des années 70, parce que ce n'est plus la situation des puissants qui est mise en cause, c'est celle des politiques. Et à partir des années 1990, on a d'autres juges que j'évoque en conclusion de cet exposé, qui vont s'efforcer de sanctionner toutes les affaires de corruption politique à travers les problèmes des fausses factures, des bureaux d'études ou des affaires de corruption carrément. On les appelle des chevaliers blancs, hein, non plus des juges rouges, mais des chevaliers blancs qui, à l'égal de ce qui s'est passé en Italie, l'opération main propre est appliquée en Italie. Et cette fois, sont en cause les puissants, mais aussi, surtout, leur rapport avec les notables politiques. Et ça va là tout à fait bien dans le sens de l'indépendance de la justice à l'égard du pouvoir politique, ce qui n'était guère visible avec Magnot, un petit peu
avec l'affaire de la Cour de cassation dans le cas de la cassation du jugement de Rennes, de l'affaire Dreyfus, ce qui est un peu visible à travers la contestation des juges rouges, du moins les réactions que ça suscite de la part des politiques, et le fait que finalement on a du mal à les sanctionner véritablement. On a du mal à les renvoyer, alors que dans certains cas, la chancellerie avait carrément demandé la révocation de certains magistrats. Mais on leur donne plutôt une promotion, même si elle a l'allure d'une sanction, mais on ne peut plus les renvoyer. Alors, je crois qu'il faut voir également dans la une des médias, pratiquement jusqu'à nos jours, comme dans les années 70, comme pour Magnot à la fin du 19e siècle, qu'on a un phénomène qui montre que ce n'est pas seulement un phénomène médiatique, mais qui a un caractère exceptionnel, qui revient périodiquement sur le devant de la scène, mais ça a quand même un effet sur la justice. Alors certes, ils font figure de précurseurs, souvent. Ils suscitent des réactions contradictoires, ils sont vilipendés par la hiérarchie, par les autorités politiques, mais ils trouvent quand même un écho enthousiaste dans l'opinion publique, qui semble découvrir à l'occasion qu'on a une justice humaine, égale pour tous, et que cette justice peut exister. Conscient du poids des inégalités sociales qui pèsent sur les litiges comme sur la délinquance, ces juges, à mon sens, sont loin de pratiquer une justice de classe, même si leurs détracteurs les affligent de cette épithète. Car au fond, c'est une justice, c'est l'idéal d'une justice démocratique, indépendante des gros, entre guillemets, pour parler le langage en vigueur lors de l'affaire de Brigitte Devèvre, de l'affaire Bruet en Artois. Indépendante des gros comme des gouvernements. Et c'est cet idéal que ces juges incarnent. Et ils rencontrent là, à mon sens, une aspiration profonde des justiciables qu'on retrouve tout au long du cours de l'histoire. Et bon, le fait est qu'ils sont une minorité, qui est fortement agissante, qui est souvent isolée, même qui apparemment s'épuise dans son combat, puisqu'on voit pour les juges rouges, même les juges les chevaliers blancs des années 1990, ils finissent par abandonner la justice et entrer en politique, comme Eva Joly ou Laurence Wisniewski ou même Patrice de Charette auparavant. Mais leur action, qui naît généralement dans un contexte de crise, épuisement politique des républicains modérés à la fin du 19e, ébranlement de mai-juin 1968, crise économique et sociale de la fin du 20e, tout cela, ce contexte où le pouvoir politique est affaibli, leur permet finalement de mettre en avant, même s'ils n'en ont pas conscience, c'est le cas probablement de Magnot, de mettre en avant le pouvoir du juge, en critiquant l'anachronisme ou les lacunes d'une législation, comme son application routinière et injuste socialement par leurs pairs. Et en ce sens, ils ont sans doute, à mon sens, contribué au mouvement d'émancipation de la justice à l'égard du pouvoir politique, qui est amorcé nettement dans le dernier tiers du XXe siècle et qui est manifeste aujourd'hui. Ce sera mon dernier mot et je vous remercie de votre attention. L'exposé est un résumé partiel d'un article que vous pouvez consulter dans une publication de l'Université de Toulouse, dans un livre qui est issu d'un colloque auquel j'avais participé, un livre dirigé par Jacques Crinen, Les désunions de la magistrature.